Bienvenue à toutes et tous. Nous le savons, les soignants se situent en première ligne face à l'urgence sanitaire. Après les applaudissements, la reconnaissance que nous leur devons pour leur abnégation, pour leur courage, devrait être éclatante. Et pourtant, cela reste un enjeu. Nos deux intervenants de ce jour ont rapidement saisi l'importance de consacrer du temps et de l'attention à celles et ceux qui se mobilisent et combattent jour après jour le virus. Aujourd'hui, alors que leurs projets ont évolué, ils continuent à porter haut les valeurs d'engagement. Nous les remercions pour leur présence aujourd'hui. Emmanuel de Romémont, vous êtes président de Renfort. Et Sandra Chenu-Godefroy, vous êtes photographe d'action et à l'origine du livre Covid-19, ce que veut dire être soignant. Sanitaire du premier confinement, le collectif Renfort voit le jour et permet à plus de 2500 soignants de bénéficier d'un accompagnement visant à récupérer et régénérer leur potentiel physique et psychologique. On peut dire, au vu du nombre important de participants, que Renfort a répondu à un réel besoin. Pouvez-vous revenir sur ce qui a motivé le lancement de votre initiative solidaire et quelles ont été les grandes étapes durant le premier confinement ? Il y a des nouvelles formes de solidarité qui émergent et j'espère que le témoignage qu'on va faire de cette aventure humaine modeste, mais qu'on veut dans la durée, apportera quelque chose à ce débat qui est passionnant parce qu'effectivement, il y a derrière cette aventure Renfort quelque chose qui est un peu de l'ordre d'une idée, mais plus qu'une idée, c'est un rêve, de mettre en place un véritable réseau d'entraide solidaire axé sur la prévention, que ce soit la prévention primaire, secondaire et tertiaire. L'idée centrale, avant que je détaille aussi, c'est que les personnels soignants, enfin que nous devions porter une attention aux personnels soignants qui ne prennent pas forcément très bien soin d'eux-mêmes ou n'ont pas le temps ou n'ont pas les techniques pour prendre bien soin d'eux-mêmes. Donc l'idée centrale, c'était de réunir des gens, de mettre en relation des gens qui sont dans le besoin et des personnes qui peuvent leur apporter quelque chose. Et c'est pour ça que Renfort a rassemblé plusieurs disciplines, des techniques d'optimisation du potentiel, ce qu'on avait développé dans l'armée, de la méditation de pleine conscience, du coaching, leadership et management de crise, du chant, de la régulation de l'attention, un soutien psychologique, un soutien coaching, et tout ça, et de la communication aussi empathique. Et si ça a marché, c'est que ça répondait à un réel besoin, et ça a marché parce qu'on a su adapter les protocoles, on a su s'adapter, on a su se coordonner nationalement pour apporter une réponse à des gens qui sont vraiment dans le besoin. Et la réponse, elle se fonde sur quelques idées forces. Premièrement, toutes ces disciplines sont complémentaires. Les êtres humains sont tous différents et on peut avoir certaines personnes ont plus besoin de silence, donc il faut s'adapter aux personnes. Il faut travailler sur 4 champs. Le champ du corps, le champ des émotions, la psyché, le champ de la cognition, du mental, et le champ du sens de ce qu'on fait, de l'esprit, de la mission de ce qu'on fait et tout. Et donc, en fait, l'idée centrale, c'était de mettre à disposition, et il me semble que c'est un devoir même, c'est un bien commun, que de mettre à disposition des personnes et du plus grand nombre, des praticiens qui connaissent un petit peu cette relation ce qu'on dit entre intériorité et extériorité. Ils ne sont pas les spécialistes de l'intériorité. L'idée centrale, c'est intériorité et extériorité. Et donc, la qualité des protocoles qui étaient mis en place, la qualité des personnes qui ont su répondre, a fait qu'on a répondu à ça. Alors, moi, juste pour terminer, peut-être ouvrir sur des questions, c'est pourquoi, et vous me demandiez, Willis, pourquoi on a fait ça. L'idée centrale, c'est que moi, je suis pilote de chasse de reconnaissance, j'ai fait 36 ans de l'armée, je suis un très vieil adhérent du Néo, et j'ai été un chef et un commandant d'opération, et on m'a toujours demandé de préserver le potentiel humain en opération, en temps de crise, c'est la mission première. Et dans ce domaine-là, eh bien, force est de constater que la société, tout le monde en a besoin, que la résilience, ça s'apprend. Ça peut marcher, qu'on pouvait faire un usage plus intelligent de tout ce qui est de nature distancielle et qu'il fallait s'adapter. Donc en fait, toute l'idée centrale, c'est de bâtir effectivement une nouvelle forme de solidarité et de bâtir quelque chose qui fait un pari de la multidisciplinarité, le pari de la convergence plus que celui de la compétition. Et c'est en ce sens-là que c'est effectivement une nouvelle forme de solidarité.
et que ça porte une ambition qui n'est pas facile à porter, mais qui est réelle, avec la certitude que la convergence, sur laquelle je reviendrai dans la deuxième partie, la convergence de ces disciplines est essentielle pour apporter aux personnes et les amener à être plus dans une logique de prévention primaire que de prévention tertiaire. L'idée qu'on a observée pendant la crise du confinement, malheureusement, c'est qu'on intervient plus au moment où les gens sont en épuisement total, et on devrait, avant de régénérer, il faudrait s'intéresser à ce qu'on appelle la consolidation et la préservation du potentiel humain. Voilà, merci. Merci Emmanuel. Sandra, à votre manière, vous aussi, et puis avec votre point de vue artistique, vous avez également apporté une forme de réconfort au personnel de l'hôpital de Bégin en allant à leur rencontre et en témoignant de leur vécu. Pouvez-vous à votre tour nous raconter quelles ont été les grandes étapes de la mise en œuvre de ce projet photographique engagé? Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis photographe. Je me suis rendu compte après coup que j'avais apporté une forme de réconfort au personnel de l'hôpital Bégin. C'était pas mon objectif quand je suis allée là-bas. En fait, je suis allée là-bas simplement par curiosité. Parce que quand nous avons appris que nous étions confinés, j'ai commencé à entendre mes voisins applaudir à leurs fenêtres à 20h tous les soirs. Et j'ai trouvé ça assez surréaliste. De prime abord, comme je regarde assez peu la télé, ben, je ne comprenais pas pourquoi. Voilà, jusqu'à ce qu'on m'apprenne en disant « mais non, mais ils applaudissent les soignants ». Ah bon, ils applaudissent les soignants, mais en fait, pourquoi on les applaudit au juste? Ah bah, ils sont à l'hôpital, ils se battent contre la maladie pour nous. Oui, mais à quoi ressemble leur journée? Finalement, nous étions confinés chez nous, à l'intérieur. Effectivement, ça a aussi été dur à vivre pour les personnes qui étaient confinées. Eux ont vécu cette première vague à l'hôpital, débordés de travail. Bien sûr que nous n'allions pas avoir la même expérience de cette première vague Covid. Et donc, simplement, je me suis posé la question en disant, mais qui va raconter leur histoire à eux? Moi, je vois assez bien ce que mon compagnon avons vécu de ce premier confinement, mais finalement, qu'est-ce qui se passe à l'hôpital? L'hôpital, c'est quand même un endroit où personne n'apprécie d'aller. C'est l'endroit où on va quand on est malade et dont potentiellement on peut revenir affaibli ou simplement ne pas revenir du tout. Donc j'ai pris contact avec l'hôpital Bégin, puisqu'il y a 3 ans déjà, j'avais exposé mon travail sur l'opération Sentinelle au sein de leur espace d'exposition et que j'avais eu un assez bon contact avec les équipes soignantes à l'époque. Notamment, je leur avais fait remarquer que puisque j'étais là et puisqu'il s'agissait d'un hôpital militaire, j'apprécierais de faire des photos de personnel soignant. À l'époque, j'avais été très très bien accueillie. Et donc j'ai recontacté l'hôpital Bégin en disant, bah écoutez, j'aimerais bien raconter au grand public ce qui se passe dans vos murs pendant cette crise. Pour moi, l'idée n'est pas de venir passer 2 heures, faire quelques photos et repartir aussi sec. L'idée est de m'installer, de passer du temps pour pouvoir témoigner réellement de ce que ces gens ont vécu. Est-ce que ça vous intéresse? Comment est-ce qu'on peut faire? Et finalement, une petite semaine après, l'hôpital est revenu vers moi en disant « mais ça serait très intéressant, on apprécierait que vous veniez nous suivre et on est prêt à vous ouvrir les portes ». Et c'est ainsi qu'après avoir été présenté aux différents cadres de différents services de l'hôpital, que ce soit les urgences, que ce soit la réanimation, mais aussi d'autres services qu'on a peut-être moins mis en avant et qui pour autant ont été très impactés par cette crise. Je pense notamment aux brancardiers, je pense aux pharmaciens. On n'envisage pas le fait que autant de malades, c'est aussi autant de traitements. Tout ce qui est service de laboratoire, les radiologies. Donc j'ai pu grenouiller comme ça un peu dans tous les services de l'hôpital. Et assez rapidement, pour être capable de raconter vraiment ce qui se passait, il me semblait important d'adopter le même rythme que celui des soignants. Donc je suis passée au rythme des gardes de 12 heures, tantôt des gardes de jour, tantôt des gardes de nuit, pour pouvoir éprouver la même fatigue et puis surtout obtenir une forme d'empathie de la part des soignants qui voyaient eux aussi ma tête fatiguée le lendemain d'une garde
d'une garde éprouvante. Donc il y avait une sorte d'égalité entre nous et au fur et à mesure du temps, les soignants qui d'abord étaient surpris que des gens s'intéressent à eux, ont accepté le fait que je sois là et ont compris que c'était important, pas seulement pour moi, pas seulement pour eux, mais c'était important pour la France entière et le grand public de garder une trace de ce moment et de leur travail. Et effectivement, on s'est rendu compte après coup, en discutant notamment avec la direction de l'hôpital, que ça avait été très très bien perçu par les soignants qui ont vu une forme d'intérêt, un vrai intérêt pour ce qu'ils étaient en train de faire. Et finalement, c'était précieux, autant pour moi de me sentir utile que pour eux de voir leur travail, pas forcément mis en avant, mais en tout cas raconté. Enfin, l'idée, c'était de raconter l'histoire des soignants, de ces personnes qui finalement étaient au contact des malades, qui n'étaient pas des éminents professeurs, qui n'étaient pas des directeurs d'hôpital, qui n'avaient pas à gérer la crise à un échelon politique, mais simplement l'aide-soignante qui avait à faire les toilettes tous les matins, les infirmières qui me racontaient qu'elles passaient leur temps à faire des seringues au point qu'elles en avaient mal au pouce. Effectivement, tous ces soignants, quand je leur posais la question en disant mais comment vous faites pour mettre ça à distance, pour rentrer chez vous, comment vous faites pour prendre soin de vous et prendre soin de vos collègues, et souvent la réponse était non, mais pour l'instant on n'a pas le temps de prendre soin de nous, donc je suis aussi très sensible à l'action qu'a eu Emmanuel sur ce sujet-là, parce qu'effectivement il y avait un vrai besoin et ces personnes se disaient dans l'impossibilité de... Enfin, certains ont même parlé de faire acte de désertion, c'est-à-dire que s'ils prenaient du temps pour eux, alors ils le volaient à leurs malades. Merci Sandra. Emmanuel, aujourd'hui, tout en maintenant une continuité avec votre projet initial, vous avez décidé de donner une nouvelle dimension à Renfort. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur quelle forme va prendre ces nouveaux axes de développement? Je voulais juste faire écho à ce que vient de dire Sandra, en disant qu'effectivement, le besoin, je crois que pour retenir de militaire, ce qu'on a appris, c'est que quand j'ai commencé à 40 ans à voler, on n'était pas très très bon en termes de prévention, on avait beaucoup d'accidents. Et dès lors qu'on accepte de prendre soin de soi-même, de prendre un peu de distance, quelques minutes pour soi, le niveau de prévention augmente et on passe de l'incident au presque incident, de l'accident au presque accident, c'est qu'on évite et on fait de la prévention. Et je pense que le défi social qu'on a aujourd'hui, c'est celui-là, c'est-à-dire d'aider les gens et d'aider les responsables de service à accepter une culture que prendre 5 minutes pour soi, pour fermer les yeux, se concentrer, même quand on est une infirmière, il n'y a aucune raison. Enfin, le plus important, c'est d'être bien en soi-même. Et à partir du moment où on est bien en soi-même, on peut rayonner et on peut prendre soin des autres. Et je crois que, quand je disais en insistant, et Sandra, vous avez fait écho à ça, c'est que c'est vrai qu'il y a une culture dans le monde médical de ceux qui prennent les soins, je me mets au service d'eux, et parfois un peu sacrificiel, et qui n'est pas tout à fait juste, surtout quand on veut tenir dans la durée et dans le contexte qui est complètement inhumain. Et donc, pour répondre à votre question, Willis, la question qu'on s'est posée, c'est quelle suite on allait donner à ça. Et comme le besoin est toujours là, et comme il nous semblait qu'il faut agir sur la prévention et qu'on répond et qu'on prend la place de personne, et que ce système, cette offre pluridisciplinaire n'a jamais été proposée, nous sommes en train de monter un dispositif d'entreprise sociale et solidaire avec 2 piliers. Un pilier pour les activités pro bono, qui est l'association qui reste en tant que telle, et une société coopérative à intérêt commun qui s'appelle Renfort. Alors, les défis sont nombreux. Il y a le défi de l'éthique, il y a le défi de maintenir l'intention, de rester, de toucher. Et puis, il y a le défi de rester fidèle à cet ADN qui est vraiment clair, c'est-à-dire d'être dans du primo-accompagnement, dans l'orientation, d'aider les personnes à s'orienter pour qu'ils se mettent sur un parcours d'accompagnement. Encore une fois, la grande leçon qu'on retient de la première période du confinement, c'est une difficulté à savoir ce dont on a besoin, ce dont les personnes ont besoin. Et donc, ce devoir d'orientation est là. Et surtout, notre ADN, il se définit par le fait de vouloir toucher le plus grand nombre de personnes. Ça, c'est vraiment la dimension sociale. Il y a une logique derrière de redistribution de solidarité.
Et ça, c'est vraiment ce qui fait le fondement de Renfort. C'est-à-dire, si on met en place une société coopérative, si certains peuvent payer, c'est pour qu'on puisse offrir à d'autres qui n'ont pas les moyens cette possibilité-là. Il n'est pas normal que ces techniques, ces pratiques qui peuvent aider, tout ce qui peut aider, ne soient pas mis à disposition et en tout cas, on puisse aider. Et donc, cette notion de primo-accompagnement, d'adaptation, elle est fondamentale dans une offre maintenant qui court et qui se structure avec d'abord un entretien d'écoute et d'orientation quand les personnes appellent individuellement. La proposition en renfort, elle est aujourd'hui structurée avec plusieurs parcours qui soient dans chacune des disciplines. Elle est aussi structurée avec des possibilités de faire du bidisciplinaire. On a expérimenté ça avec des personnels de santé libyens et on a été très étonné de voir la réaction en mêlant communication empathique et top, l'énorme plus-value que ça apportait de mêler des choses. Et puis, on le propose aussi à travers des SAS de récupération, un peu sur le principe de ce qui s'est fait dans l'armée, sur la base d'une journée de 2 ou 3 jours, de mêler des disciplines. Notre credo, enfin, et c'est mon credo de personnel sur lequel je voudrais finir, c'était vraiment la multidisciplinarité, c'est-à-dire l'idée que aucune de ces techniques, de ces pratiques n'a plus raison qu'une autre. Il y a toujours les sous-jacents. L'homme est un être humain complexe. Enfin, l'autre est un être complexe et multidimensionnel. Et il faut travailler sur les dimensions. Et qu'on a tous plus intérêt à travailler sur la convergence que la compétition. À cet égard, on a été très heureux de voir qu'on a été pris pour notre projet a été sélectionné par l'Institut de l'engagement. Moi et Constantin Gaillard, le jeune stagiaire qui est venu et qui a embarqué sur l'aventure. Donc, c'est quelque chose qui laisse augurer de quelque chose de très positif. Et enfin, saluer la coopération qu'on a avec vous, avec des groupes mutualistes qui s'intéressent au sujet et ça nous permettra de relever tous les défis qui sont devant nous avec cette idée forte sur laquelle j'insiste et de bâtir un réseau d'entraide multidisciplinaire qui n'a jamais été mis en place au service de la société française. Sandra, la sortie de votre livre Covid-19, ce que veut dire être soignant, n'est pas le seul aboutissement de votre initiative, puisqu'une exposition est prévue au sein même de l'hôpital Végin. Durant le premier confinement, vous avez tissé donc des liens forts avec les personnes que vous avez rencontrées, même si ce n'était pas l'objectif initial, mais c'est venu voilà, au fil de vos rencontres. Vous les avez, en fait, ces personnes, vous les avez racontées par le prisme de vos photos, par le prisme de leurs témoignages. Est-ce que finalement cette exposition, qui on espère pourra avoir lieu d'ici décembre, janvier, c'est aussi une nouvelle façon de leur rendre hommage, à leur engagement? Alors oui, complètement. C'est-à-dire que une fois les reportages réalisés, les premiers reportages réalisés, une fois les contacts pris, je me suis retrouvée à la tête d'un fond documentaire qui était important. Et s'est posé la question de la transmission. Pour moi, il était important à la fois de marquer l'engagement de ces femmes et de ces hommes dans l'histoire, donc de l'inscrire vraiment dans le temps. Et ça se faisait par le biais d'un livre. Livre qu'il me semblait important qu'il soit accompagné de textes, qu'il ne soit pas seulement un livre d'images. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait appel à Jean-Luc Riva, qui est un écrivain qui est spécialisé dans la rédaction de témoignages. Et donc, on a choisi de mettre en regard des photos issues de mes reportages avec 12 témoignages de soignants, des hommes, des femmes, à un peu tous les postes, dans un peu tous les services, qui racontaient leur première vague, leur lutte contre le Covid, les difficultés, à quoi ressemblait leur journée, comment ils ont essayé de prendre soin d'eux et prendre soin de leurs collègues. Et donc ça, c'était pour la partie historique, pour laisser une trace dans l'histoire de ce qu'avaient fait ces femmes et ces hommes. Mais il me semblait aussi important aujourd'hui, dans l'ici et maintenant, de parler directement à ces femmes et ces hommes. Et donc c'est la raison pour laquelle on s'est organisé avec l'hôpital pour faire cette exposition dans le local même de l'hôpital. Ils ont un très bel atrium qui est très lumineux. Et donc de mettre en avant finalement toutes ces personnes qui sont cachées dans les étages, dans les sous-sols, toutes ces personnes que vous n'allez pas voir si vous n'êtes pas malade, même simplement entre deux étages, entre les personnes qui travaillent en psychologie et les personnes qui travaillent en radiologie, ils n'ont pas vocation à se croiser, à savoir réellement ce que fait l'autre. Donc nous avons décidé de mettre en place cette exposition qui raconte le petit quotidien très rade et pâquerette de ce qui s'est passé dans les différents services de ces femmes et ces hommes, à la fois dans des moments de tension
très, très importante, et aussi dans des moments de détente, parce qu'il ne faut pas se leurrer, une garde de 12 heures, ça veut dire effectivement des moments qui sont très intenses, mais ça veut aussi dire des petits moments de pause, des sourires entre collègues. Et donc je me suis attachée dans le choix de la cinquantaine de photos qui vont être montrées, de montrer à la fois des moments intenses et des moments plus légers qui essaient de témoigner honnêtement de ce à quoi a pu ressembler les journées d'un soignant lambda au sein de cet hôpital. Donc l'exposition commencera là, dans 10 jours, le 30 novembre. Effectivement, on est en confinement, donc il est très fortement probable que le grand public ne puisse pas accéder à l'exposition, en tout cas dans un premier temps. Maintenant, il nous a semblé important de quand même faire commencer cette exposition le 30 novembre, parce que pour le coup, les soignants de l'hôpital, eux, ne sont pas confinés, on est en plan blanc, ils ne peuvent pas prendre de jours de repos, ils ne peuvent pas prendre de jours de congé. Donc on a fait le pari que ça pouvait être un moyen pour eux de un petit peu, d'avoir la curiosité d'aller voir ce qui se passait dans les autres services au travers de cette exposition photo. Et l'exposition durera jusqu'à la fin du mois de février. Donc en théorie, le grand public pourra y accéder aussi une fois la population déconfinée. Et cette exposition, donc, ça nous semblait important qu'elle commence au sein de l'hôpital Bégin, parce que c'était là que toutes ces photos avaient été réalisées, mais elle aura vocation à circuler ensuite et à ne pas être visible seulement au sein de cet hôpital, au sein de cette ville, mais justement d'essayer de la promener pour montrer l'investissement de ces gens, notamment à des personnes qui ne le connaissent pas, parce que, comme moi, ils ne vont pas à l'hôpital s'ils n'ont pas une très bonne raison d'y aller. Merci Sandra. Je relais une question d'Atina Batossi. Est-ce que vous pensez faire une version digitale de l'expo? Pour l'instant, ça n'est pas à l'étude. Par contre, on avait envisagé de faire une forme de conférence, notamment avec un espèce de regard croisé entre mon regard extérieur et le regard de certains des soignants qui ont été des acteurs pendant cette crise, mais ça ne pourra être possible que quand la crise se sera un peu calmée. Enfin, il faudra nécessairement un temps de recul pour pouvoir réaliser ça. Merci Sandra. Je vous laisse la parole. Si vous avez des questions peut-être, vous pouvez prendre la parole maintenant. Bonjour. Juste, je faisais remarque dans le chat là, à Emmanuel, donc pour lui poser la question, est-ce qu'il avait eu des contacts avec l'association Escale? Parce que j'avais rencontré Sandra, pardon, lors de l'assemblée générale de l'association Escale. Donc, et pour son livre, et j'ai pas entendu dans ses propos quand est-ce qu'il sortait le livre, parce qu'il était prévu initialement. La caméra, elle n'est pas visible. Donc si Sandra peut dire quand le livre sort, parce qu'initialement c'était prévu octobre par rapport au crowdfunding qu'elle avait lancé pour trouver des financements. Et puis quand je vois qu'au niveau de renfort, il y a des actions que je notais au niveau psychologique, sociologique ou autre. Donc Escale, c'est une structure qui vient de se créer dans le cadre de l'aide aux blessés. Donc est-ce que renfort, c'était aussi dans le cadre de ces missions? Voilà, merci. Je vais me permettre de répondre à Monsieur Pacula. Donc non, le livre n'a jamais été prévu au mois d'octobre. Le crowdfunding est arrivé fin octobre. Donc voilà, donc il sera disponible. Alors c'est vrai que les librairies ne sont pas forcément dans une situation très sympathique, mais il sera disponible à la commande dans le courant du mois de décembre, du mois de janvier, selon vos interlocuteurs pour le récupérer. Et il sera disponible sur le site de la maison d'édition, donc biaco.fr. Ok. Et pour me permettre d'aller dans votre sens, effectivement, je suis assez proche du général Leroy et de l'association Escale, qui s'est fixé pour mission d'aider à la réinsertion de blessés, notamment de victimes de stress post-traumatique. Et je suis complètement d'accord avec vous, c'est-à-dire que le principe de renfort pourrait sans doute être très intéressant pour cette association et pour les personnes qui prennent en charge. Je m'inscris complètement dans cette ligne-là. On est complètement ouvert à ça.
Et nous avons vocation effectivement à nous ouvrir à tout type de population, notamment aux familles des militaires ou à tout le monde, et aux jeunes et aux blessés. Et le fait pour la fois de mêler par exemple des questions comme les questions de chant, les questions de régulation attentionnelle où on travaille sur la concentration, il y a plein de possibilités et je crois qu'on est prêt à faire des choses à la carte. Il faut juste à chaque fois trouver un équilibre cohérent. Mais ça me semble tout à fait envisageable et rester tout à fait dans l'ADN de notre démarche. Et je vous propose d'en parler, je ne sais pas, à votre disposition pour échanger sur le sujet. Non, mais j'ai noté votre mail, je vous envoie les coordonnées du général Vincent, qui est le président d'Escale, qui vient de se créer, donc, avec des objectifs qui sont liés à la création des armées, des maisons des blessés, plus orientées SPT à partir de 2021, entre 2021 et 2024. C'est un très gros projet du ministère des Armées. Excellent, merci. Ouais. Parfait. Merci beaucoup à tous les deux pour ces beaux exemples d'initiatives positives. J'ai mis donc les liens vers vos sites respectifs dans le fil de conversation. J'espère donc que tous ces deux témoignages vous continueront à vous inspirer. Et pour nos partenaires, n'hésitez pas à remplir le petit questionnaire de satisfaction qu'on va mettre dans le fil de conversation. Voilà, merci à toutes et tous pour votre participation. Et puis, nous vous disons donc à la semaine prochaine pour notre 4e et dernier webinaire qui aura pour thème donc de nouveaux défis pour le vivre ensemble.